amis, les habitués de la chaîne de télévision vidéo La Voix de la Vérité. Aujourd'hui, nous sommes le 10 mars 2019 et donc je suis à Tunis, comme d'habitude, et je vous m'adresse bien sûr à tout le monde, à savoir les révolutionnaires tunisiens, les révolutionnaires français et les révolutionnaires algériens. Et donc j'ai, comment dit, potentiellement une assistance assez large concernant la révolution qui s'est déclarée en Tunisie depuis le 14 janvier 2011 et qui n'a pas abouti, soit qu'elle est devenue la révolution du merdier, c'est-à-dire la révolution des jasmins corrompus par des terroristes, est devenue la révolution du merdier, et qui a fait après 6 ans un pays en agonie complète, soit celle qui vient de se déclarer il y a quelques jours maintenant, la révolution algérienne, il faut le dire, soit celle qui a été accaparée par des capitalistes terroristes sans vergogne, qui se sont parachutés simulant un vote d'enfarinage de tout un peuple, celle qui se passe en France et où on a quelqu'un qui est convaincu que c'est le narcissisme et l'absence de politique et l'absence de conviction qui fait qu'on peut gouverner un pays de 60 millions. 260 millions d'habitants, c'est à peu près depuis 18 semaines, faire du surplace. C'est ce que Jean-Paul Sartre appelait le pratico-inerte. Il pratique ce qui est inerte, à savoir des réponses à tout, et réponse à tout, vérité nulle part. On fait, comme on dit, c'est l'illusionniste politicien qui tour à tour s'attaque soit à Trump, soit à l'Italie, soit à Angela Merkel, soit au monde entier, pourvu qu'on parle des autres et qu'on ne parle pas de lui. Et donc, si tu veux, c'est toujours l'avantage de quelqu'un qui critique sans proposer. Et depuis, le pratico-inerte fait toujours du surplace, et la misère est toujours la même, sinon qu'elle s'accentue. Et je remarque quand même quelque chose, c'est que tout le monde a compris que le monsieur est assez limité dans ses décisions, qu'il est, comment dirais-je, vide, et qu'on n'avait pas besoin d'en rajouter pour comprendre une personne superficielle, mais pleine d'éloquence, de verbe et de conviction gesticulaire. Bon, alors pour ce faire, d'abord, pour ce dimanche, je vais relire un petit peu quelques petites poésies, celle de Boileau, de l'art poétique. Je ne fais que le répéter pour comprendre que la langue française est tellement riche que déjà depuis 1674 a répondu à ce genre de personnes qui, en fin de compte, pour ma part, trompent le désir profond d'un peuple de se développer. Pour ce qui est, il a beau donner l'illusion, mais la réalité des Gilets jaunes est encore plus amère
et qu'elle a démontré en noir sur blanc et en plein jour que la France n'avait pas son destin en main. De l'art poétique 1674. Avant donc d'écrire, apprenez à penser. Chant 1. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Chant 1. Hâtez-vous lentement et sans perdre courage, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Polissez-le sans cesse et repolissez, ajoutez quelquefois et souvent effacez. Un sot trouve toujours un plus sot qu'il admire. Celle-là, elle est élogieuse. Elle est élogieuse, surtout quand qu'elle s'adresse à l'assistance, à l'assistance toujours plus nombreuse envers les grands débats. Un sot trouve toujours un plus sot qu'il admire. Chant 1. Il n'est point de serpent ni de monstre en Dieu qui par l'art imité ne puisse plaire aux yeux. D'un pinceau délicat, l'artifice agréable du plus affreux objet fait un objet aimable. Soyez plutôt maçon si c'est votre talent. Chant 4. Entre vivre et accepter de vivre, il y a un fossé. Chant 5. Voilà ce que mon cadeau à tous les souteneurs d'une politique de débat stérile, et d'assistance inutile. Le temps, c'est de l'argent, faut-il se le rappeler. Bon, mais il y a une autre personne qui est dénommé Mao Tse-tung, qui a pris l'initiative, lui, en bon patriote, d'accepter le sort qui était destiné à la Chine et à ses 800 millions d'individus, devenus 1 milliard, je pense, pour les développer. Et il a pris son stylo et il a commencé à écrire et à transcrire dans la mémoire des hommes. Et de ce petit livre rouge de Mao Tse-tung, il a donné un mode d'emploi, une recette pour un développement. L'un a été le maçon qui a détruit l'espoir d'un peuple pour arriver, et l'autre il a été le constructeur de la première puissance mondiale. Voilà. Alors, le petit livre rouge de Mao Tse-tung en diapositive, 34 chapitres. 34 chapitres. Testez vos connaissances pour ne pas débiter des conneries en politique. Voilà. Pour ne pas débiter des conneries en politique. Alors, premier chapitre du petit livre rouge de Mao Tse-tung, le parti. Le noyau dirigeant de notre cause, c'est le Parti communiste chinois. Le noyau dirigeant de notre cause, c'est le Parti communiste chinois. Le fondement sur lequel se guide notre pensée, c'est le marxisme-léninisme. Allocution d'ouverture à la première session de la première Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine, 15 septembre 1954. Pour faire la révolution, il faut qu'il y ait un parti révolutionnaire. Sans un parti révolutionnaire, sans un parti fondé sur la théorie révolutionnaire marxiste-léniniste et le style révolutionnaire marxiste-léniniste, il est impossible de conduire la classe ouvrière et les grandes masses populaires à la victoire dans leur lutte contre l'impérialisme et ses valets. Forces révolutionnaires du monde entier, unissez-vous. Combattez l'agression impérialiste. Novembre 1948, œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 4.
Sans les efforts du Parti communiste chinois, sans les communistes chinois, ces piliers du peuple, il sera impossible à la Chine de conquérir son indépendance et obtenir sa libération. Il lui sera impossible également de réaliser son industrialisation et de moderniser son agriculture. Du gouvernement de coalition, 24 avril 1945, œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 3. Donc le noyau dirigeant de notre cause, c'est le Parti communiste chinois. Le fondement théorique sur lequel se guide notre pensée, c'est le marxisme-léninisme. À l'allocution d'ouverture à la première session de la première Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine, le 15 septembre 1954. Pour faire la révolution, il faut qu'il y ait un parti révolutionnaire. Sans un parti révolutionnaire, sans un parti fondé sur la théorie révolutionnaire marxiste-léniniste et le style révolutionnaire marxiste-léniniste, il est impossible de conduire la classe ouvrière et les grandes masses populaires à la victoire dans leur lutte contre l'impérialisme et ses valets. Forces révolutionnaires du monde entier, unissez-vous, combattez l'agression impérialiste. Novembre 1948, œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 4. Sans les efforts du Parti communiste chinois, sans le Parti communiste chinois, ces piliers du peuple, il sera impossible à la Chine de conquérir son indépendance et d'obtenir sa libération. Il lui sera impossible également de réaliser son industrialisation et de moderniser son agriculture. Du gouvernement de coalition, 24 avril 1945, œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 3. Le Parti communiste chinois constitue le noyau dirigeant du peuple chinois tout entier. Seul, sans un tel noyau, la cause du socialisme ne saurait triompher. Allocution à la réception accordée aux délégués du 3e congrès de la Ligue de la jeunesse de démocratie nouvelle de Chine, 25 mai 1957. Un parti discipliné, armé de la théorie marxiste-léniniste, pratiquant l'autocritique et lié aux masses populaires, une armée dirigée par un tel parti, un front uni de toutes les classes révolutionnaires et tous les groupements révolutionnaires placés sous la direction d'un tel parti, voilà les 3 armes principales avec lesquelles nous avons vaincu l'ennemi de la dictature démocratique populaire. 30 avril 1949, œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 4. Il faut avoir confiance dans les masses. Il faut avoir confiance dans le parti. Ce sont là les deux principes fondamentaux. Si nous avons le moindre doute à cet égard, nous serons incapables d'accomplir quoi que ce soit. Seul sur le problème de la coopération agricole, 31 juillet 1955, armé de la théorie marxiste-léniniste, le Parti communiste a apporté au peuple chinois un nouveau style de vie, un nouveau style de travail, dont les éléments essentiels sont l'union de la théorie et de la pratique, la liaison étroite avec les masses et l'autocritique. Du gouvernement de coalition, 24 avril 1945, œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 3.
Je répète, le Parti communiste chinois constitue le noyau dirigeant du peuple chinois tout entier. Sans un tel noyau, la cause du socialisme ne saurait triompher. La jeunesse de démocratie nouvelle de Chine, 25 mai 1957. Un parti discipliné, armé de la théorie marxiste-léniniste, pratiquant l'autocritique et lié aux masses populaires, une armée dirigée par un tel parti, un front uni de toutes les classes révolutionnaires et tout le groupement révolutionnaire placé sous la même direction d'un tel parti, voilà les trois armes principales avec lesquelles nous avons vaincu l'ennemi. De la dictature démocratique populaire, 30 juin 1949, œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 4. Il faut avoir confiance dans les masses, il faut avoir confiance dans le parti. Ce sont les deux principes fondamentaux. Si nous avons le moindre doute à cet égard, nous serons incapables d'accomplir quoi que ce soit. Sur le problème de la coopération agricole, 31 juillet 1955. Armé de la théorie marxiste-léniniste, le Parti communiste a apporté au peuple un nouveau style de travail, dont les éléments essentiels sont l'union de la théorie et de la pratique, la liaison étroite avec les masses et l'autocritique du gouvernement de coalition 24 avril 1945, œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 3. Un parti qui dirige un grand mouvement révolutionnaire ne saurait le mener à la victoire sans théorie révolutionnaire, sans connaissance de l'histoire, sans une compréhension profonde du mouvement dans sa réalité. Le rôle du Parti communiste chinois dans la guerre nationale, octobre 1938, œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 2. La rectification, comme nous le disons, est un mouvement général pour l'éducation marxiste. C'est en effet l'étude dans tout le parti du marxisme au moyen de la critique et de l'autocritique. Nous approfondirons certainement notre connaissance du marxisme au cours de ce mouvement. Intervention à la conférence nationale du Parti communiste chinois sur le travail de propagande, 12 mars 1957. C'est une tâche ardue que d'assurer un niveau de vie convenable à des centaines de millions de Chinois, de transformer notre pays économiquement et culturellement arriéré en un pays prospère, puissant, doté d'une culture hautement développée. Et c'est pour mieux assumer cette tâche et pour mieux travailler avec tous les hommes de bonne volonté en dehors du parti, déterminés à faire aboutir les transformations que nous devons à présent comme dans l'avenir entreprendre des mouvements de rectification, corriger sans relâche ce qu'il y a d'erroné en nous. Intervention et à la conférence nationale du Parti communiste chinois sur le travail de propagande. Un parti qui dirige un grand mouvement révolutionnaire ne saurait le mener à la victoire sans théorie révolutionnaire, sans connaissance de l'histoire, sans une compréhension profonde du mouvement dans sa réalité. Et le rôle du Parti communiste chinois dans la guerre nationale, octobre 1938, œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 2. Une rectification est, comme nous le disons, un mouvement général pour l'éducation marxiste. C'est en effet l'étude dans tout le parti du marxisme au moyen de la critique et de l'autocritique. Nous approfondirons certainement notre connaissance du marxisme au cours de ce mouvement. Intervention à la conférence nationale du Parti communiste chinois sur le travail de propagande, 12 mars 1957.
La politique est le point de départ de toute action pratique d'un parti révolutionnaire et se manifeste dans le développement et l'aboutissement des actions de ce parti. Toute action d'un parti révolutionnaire est l'application de sa politique. S'il applique une politique juste, il appliquera une politique juste. Il applique une politique erronée. S'il n'applique pas consciencieusement une politique, il l'appliquera aveuglement. Ce que nous appelons expérience, c'est le processus d'application d'une politique et son aboutissement. C'est par la pratique du peuple seulement, c'est-à-dire par l'expérience, que nous pouvons vérifier si une politique est juste ou erronée et déterminer dans quelle mesure elle est juste ou erronée. Mais la pratique des hommes, spécialement la pratique d'un parti révolutionnaire et les masses révolutionnaires, se rattachent nécessairement à une politique ou une autre. Par conséquent, avant de mener une action, nous devons expliquer clairement aux membres du parti, aux masses politiques, que nous avons formulé à la lumière des circonstances. Sinon, les membres du parti et les masses s'écarteront de la direction politique donnée par notre parti, agiront à l'aveuglement et appliqueront une politique erronée. À propos de la politique concernant l'industrie et le commerce, 12 février 1948, œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 4. Notre parti a défini la ligne générale de la politique générale de la révolution chinoise et a arrêté diverses lignes de travail et mesures politiques particulières. La politique est le point de départ de toute action pratique d'un parti révolutionnaire. Se manifeste par le développement et l'aboutissement des actions de ce parti. Toute action d'un parti révolutionnaire est l'application de sa politique. S'il n'applique pas une politique juste, il applique une politique erronée. S'il n'applique pas consciencieusement une politique, il l'applique aveuglement. Ce que nous appelons expérience, c'est le processus d'application d'une politique et son aboutissement. C'est par la pratique du peuple seulement, c'est-à-dire par l'expérience, que nous pouvons vérifier si une politique est juste ou erronée et déterminer dans quelle mesure elle est juste ou erronée. Un parti qui dirige un grand mouvement révolutionnaire ne saurait le mener à la victoire sans théorie révolutionnaire, sans connaissance de l'histoire, sans une compréhension profonde du mouvement dans sa réalité. Le rôle du Parti communiste chinois dans la guerre nationale, octobre 1938, œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 2. Toutefois, il arrive souvent que les camarades retiennent des lignes de travail et mesures politiques particulières et oublient la ligne générale de la politique générale du parti. Si vraiment nous les oublions, nous serons des révolutionnaires aveugles et des demi-révolutionnaires à l'esprit confus. Et en appliquant une ligne de travail et des mesures politiques particulières, nous perdrons le nord, nous pencherons tantôt à gauche, tantôt à droite, et notre travail en souffrira. Discours prononcé à une conférence des cadres de la région libérée de Chongzi-Suzhen, 1er avril 1948, œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 4. Politique et tactique sont de la vie même du parti. Les camarades dirigeants à tous les échelons doivent leur accorder la plus grande attention et ne jamais se montrer négligents à cet égard. Circulaire de la situation du 20 mars 1948, œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 4.
Voilà ce que je viens de lire. J'espère que ça a été agréable pour vous de l'écouter. Il n'y a pas 36 000 façons de réussir une révolution, bien sûr, et il n'y a pas 36 000 façons de tourner autour de l'arc de triomphe, hein, pour distribuer la papote, hein, et pour faire des débats et pour faire du surplace. À vous de choisir. Hein, ce chapitre-là donne l'essentiel de commencer par le début pour une révolution. Hein, ameuter tout un peuple, hein, pour moi c'est de l'abus de confiance, parce que les gens, quand ils commencent à vouloir révolutionner, et à se révolutionner et à faire de l'insurrection, ils ne finiront pas avant que la révolution des Gilets jaunes réussisse, ou avant que la révolution, hein, des Jasmins, devenue la révolution du merdier, réussisse, et avant que la révolution des Algériens, hein, à l'occasion de la mort, je lui souhaite un bon rétablissement, mais ça a été quelqu'un qui a scellé l'Algérie, hein, grâce à la soumission des impérialistes, et grâce bien sûr à l'écriture qui remonte le temps, hein, et qu'il n'a même pas dédaigné ouvrir bien ses yeux pour comprendre que dans la vie, et pour se développer, il faut écrire de gauche à droite et non pas de droite à gauche. Vous voyez cet aveuglement-là, là où il nous a menés, là où des millions de gens sont dans la rue. Il y a eu des millions de gens, de terroristes, hein, de victimes de terrorisme. Il y a eu des immigrés, tout simplement. Pourquoi? Par la carence culturelle d'avoir au moins compris que dans la vie, pour réussir, il faut choisir les gens qui ont réussi. Pour réussir, il faut savoir se soumettre ou se démettre. Se soumettre ou se démettre, hein, des paroles écrites de Mao Tse-tung. Et il n'est pas question de faire ni de la papote, ni de traverser le trottoir pour trouver un travail, ni de faire des spéculations monétaires, hein, et de faire de vendre du vent, hein, de vendre du vent. Je trouve que le petit chapitre que je viens de vous lire est 100 000 fois mieux pour les Français, pour les Tunisiens et pour les Algériens, 100 000 fois mieux, sinon 1 milliard de fois mieux, hein, pour qu'ils réussissent leur révolution. Merci de ceux qui m'ont prêté l'oreille à ce que je viens de dire. Au revoir.